Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce jeudi 5 mars, évidemment, celui dont tout le monde parle, le coronavirus. En plateau, nous recevons tout d'abord Marco Ferrara, responsable communication pour Région de Nyon. Ensuite, Thierry Genoux, municipal pour la ville de Gland, en charge des bâtiments et de l'urbanisme, qui retracera les futures étapes de l'Ouest glandois. Et enfin, nous recevons Christelle Giraud, associée d'Éclosion, qui commentera le climaton des jeunes à Gland. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Vendredi 28 février, le Conseil d'État a pris plusieurs mesures face au coronavirus, notamment la décision d'annuler tous les voyages d'études, camps et autres sorties scolaires à l'étranger jusqu'aux vacances de Pâques dans le canton de Vaud. Et conformément à la décision du Conseil fédéral, les manifestations de plus de 1000 personnes ont été interdites jusqu'au 15 mars. Alors tout d'abord, les cantons ont été consultés hier. C'est la conférence des chefs de département responsables de l'action sanitaire qui ont été consultés. Et ensuite, la transmission se fait via les chancelleries et via les cellules de crise de communication. Chez nous, ce sont 3 personnes. C'est M. Vincent Grandjean, le chancelier, M. Laurent Koutaïsov, le vice-chancelier, et Jean-Christophe Sautrel de la police cantonale et de l'état-major cantonal de conduite. Alors, il y a une décision fédérale qui se répercute sur le canton et ensuite comment on applique ceci dans les régions, dans les districts? Alors, la décision fédérale, elle concerne 2 types de manifestations. Ce sont bien des manifestations, publiques ou privées. Le premier type de manifestation, ce sont des manifestations avec moins de 1000 participants. Là, on laisse la responsabilité à l'organisateur de contacter et de discuter avec les autorités cantonales concernées pour une interdiction ou non. Nous, dans le canton de Vaud, en l'état actuel de la situation épidémiologique, il n'y a pas d'interdiction des manifestations de moins de 1000 participants. Et en ce qui concerne les manifestations de plus de 1000 participants, alors là, le Conseil fédéral est clair, il y a une interdiction pure et simple. Dans le canton de Vaud, nous tenons une liste de ces manifestations. C'est le bureau des manifestations qui délivre les autorisations qui tient cette liste-là. Nous sommes en train de la consolider et nous la publierons. Et donc, du coup, par exemple, un festival qui se tiendrait actuellement, c'est, j'imagine, la préfecture qui fait le lien entre le canton et l'organisateur. Voilà, ça peut être la préfecture, mais ça peut être également un contact avec le bureau des manifestations, puisque nous avons mis une hotline, pour parler français. Nous avons mis donc un numéro d'appel ce soir jusqu'à 8 h et puis pendant tout le week-end, où les organisateurs qui ont des doutes peuvent appeler et puis prendre les décisions qui s'imposent. Après ces mesures restrictives, les questions se sont évidemment multipliées. Karim Boubacar, médecin cantonal de l'État de Vaud, y a notamment répondu en conférence de presse et au micro de Florian Cavalieri. Alors depuis hier, donc, on a un cas confirmé. Ce cas confirmé est un peu particulier parce que dans le fond il a été dépisté sur le canton de Vaud, mais c'est une personne qui vit dans une zone frontalière, donc en France, dans le département de l'Ain. Ce matin, la décision est tombée. Le Conseil fédéral interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est une décision proportionnée des autorités sanitaires, d'abord fédérales, puis ensuite de l'autorité politique. Ces manifestations, c'est vrai, sont connues dans une situation telle qu'on vit maintenant pour être des endroits à risque pour non seulement des personnes qui puissent arriver de quelque part, venir d'une zone à risque et transmettre la maladie, puis ensuite ce serait le développement d'une situation d'épidémie dans le canton. Donc c'est vrai qu'en Suisse, c'est une mesure de précaution proportionnée à l'heure actuelle que d'interdire ces manifestations. Pourquoi cette barre symbolique des 1000 personnes? Alors elle doit être fixée à un moment donné. Je pense qu'il y a des études qui sont faites en disant au-delà de 1000 personnes, on a beaucoup plus de risques qu'il y ait des personnes qui viennent de zones à risque, par exemple. 1000 personnes, c'est souvent beaucoup de personnes réunies dans un espace très clos. Donc à partir de là, c'est vrai que si on veut contenir la chaîne de transmission, on doit réfléchir à ce type de mesures. Quelle est la définition du rassemblement, justement? Est-ce que ça comprend les établissements scolaires ou c'est uniquement, par exemple, les festivals? Non, alors c'est uniquement ce qu'on appelle, nous, des organisations, où il y a une organisation derrière qui a décidé un jour de faire une manifestation. C'est vrai que tout ce qui compte plus de 1000 personnes, que ce soit les écoles, le hall d'un hôpital universitaire, etc., n'est pas compris. Le Conseil fédéral a été très clair par rapport à ça, mais ça nous oblige, nous, à être, c'est vrai, je dirais,
dirais, à faire une analyse de chaque situation, puis de dire non, dans cette situation, vous êtes à plus de 1000 personnes, et puis vous entrez dans la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral. Vous êtes le médecin cantonal, il y a aussi toute une part de prévention. Quels sont les gestes qui sauvent ? Oui, alors les gestes, ce ne sont pas des gestes qui sauvent, ce sont des gestes qui protègent. Donc ce sont des gestes d'hygiène. Le lavage des mains reste un des points les plus essentiels parce que c'est vrai qu'on est en contact permanent soit avec des objets, soit avec des personnes. Et puis on devrait régulièrement se laver les mains quand on sort des transports publics, quand on en sort d'une réunion. Et puis quand on tousse, quand on éternue, on devrait le faire dans le coude, on devrait on devrait utiliser des mouchoirs à usage unique, des choses comme ça. Et puis on peut aussi utiliser ponctuellement des solutions alcooliques, hydroalcooliques pour se laver les mains. Enfin, si des personnes sont inquiètes, est-ce qu'il y a une hotline, un site internet pour se renseigner? Je pense qu'il faut aller sur, à l'heure actuelle, le site de l'OFSP, le site de l'État de Vaud. Il suffit de taper simplement vd.ch et on vous dirige directement vers toutes les informations. Il y a également là toutes les hotlines qui sont indiquées et qui permettent d'avoir tous les renseignements nécessaires. À noter que mercredi 4 mars, en début de journée, le médecin cantonal a enregistré 7 cas d'infection au coronavirus dans le canton de Vaud. Depuis vendredi 28 février, toujours la liste des événements culturels annulés se rallonge. Dans la région, les hivernales ont souffert du virus suite aux mesures restrictives pour les manifestations suisses pour contrer la propagation du coronavirus. Les autorités nyonnaises et du canton ont donné l'autorisation au comité organisateur du festival Les Hivernales de poursuivre la manifestation débutée jeudi 27 février. À l'heure du bilan, le virus et le temps capricieux du week-end auront eu un effet négatif sur la fréquentation de la 11e édition. 4800 festivaliers se sont rendus à l'événement en 4 jours contre 6000 l'année dernière. Le président du festival, Jay Reuter, salue le travail colossal accompli par son association et ses bénévoles et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 12e édition qui se déroulera du 25 au 27 février 2021. Durant le mois de mars, une mini-série de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux de Région de Nyon et sur NRTV mettra en avant la réalisation de plusieurs projets phares menés dans le district de Nyon via le Grand Genève. On en parle avec le responsable du pôle communication pour Région de Nyon, Marco Ferrara. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment est né en quelques mots ce projet de mini-série ? Eh bien, nous constations que les gens, la population et même certains élus n'étaient pas tout à fait au courant de ce qu'était le Grand Genève, quand ce Grand Genève nous permet de financer des projets que la région Nyon pilote avec l'État de Vaud. Et donc, nous avons décidé de faire une mini-série de capsules vidéo pour présenter des projets qui sont fort utiles à la population. Pour chacun des sujets, le responsable politique de la thématique de la région de Nyon expliquera donc la situation avant et après la réalisation de la mesure. Depuis ce jeudi 5 mars, donc, ce seront 60 secondes sur le contrat corridor Lac-Pied du Jura. On regarde. Les activités humaines se sont fortement développées et ont progressivement entravé le déplacement de la faune. Le but des actions du contrat corridor est d'offrir aux espèces indigènes les conditions favorables à leur maintien à long terme et leur déplacement. Pour le Grand Capricorne, il faut conserver les chênes centenaires, habitat de ses larves, et planter des chênes indigènes pour assurer sa dispersion. À Founé, la commune a été exemplaire dans sa lutte contre les espèces exotiques envahissantes en arrachant les haies de laurel qu'elle avait plantées. En créant ces corridors biologiques, nous aidons ces espèces vivantes à se mouvoir et à se reproduire. On renforce ainsi la biodiversité sur un territoire à cheval sur plusieurs communes. Et à noter que Gudrun Ressig, que vous avez vu justement à l'image, quittera ses fonctions au sein de la région de Nyon le 30 mars prochain. Et si je prends son exemple, Marco Ferrara, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pour soulever finalement la passion qu'elle portait notamment pour la thématique de l'environnement, parce que ces capsules vidéo, c'est ça, c'est mettre en avant l'implication de l'association intercommunale. Voilà exactement comment l'association intercommunale aide les communes et donc aide la population
pour lever des fonds de la Confédération via le Grand Genève. Le Grand Genève, c'est un outil que nous partageons avec nos voisins français, avec nos voisins genevois, et qui permet, par exemple, jusqu'à présent, de lever déjà 80 millions de francs pour financer des projets. Donc ça concerne des fois des projets de mobilité, une gare pour refaire un aménagement dans la gare, ça concerne une route, mais aussi l'environnement, puisque les animaux ne savent pas là où s'arrête la frontière d'une commune, où s'arrête la frontière d'un pays. Est-ce qu'il y a aussi un autre objectif, et je le dis à tout hasard, c'est de finalement faire le lien avec la Confédération qui finance d'ailleurs une partie de ces capsules vidéo? Oui, finalement, elle les finance au travers du Grand Genève, vu que la Confédération fournit des fonds au Grand Genève, des fonds d'agglomération via les nouvelles politiques régionales. Donc finalement, il faut aussi rendre aux institutions une certaine gratitude parce qu'on reçoit des fonds et puis les gens doivent savoir qui paie quoi. Et un travail de communication qu'est le vôtre rendre plus visible encore le travail de Région de Nyon. Oui, c'est un défi, nous essayons de le mener au mieux. Et puis aussi, pour le Grand Genève, c'est un défi pour le Grand Genève de se faire connaître et puis que la population sache à quoi sert cette agglomération. Ce n'est pas juste un truc, c'est un outil qui est fort utile, comme la Région de Nyon d'ailleurs. Si on reprend le calendrier, jeudi 12 mars, 60 secondes sur l'aménagement de la route suisse, là, qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Alors là, c'est Pierre Grabert, qui est responsable de la mobilité à la Région de Nyon, qui va expliquer en quoi cette mesure de réaménagement de cette route, qui trace tout le district quasiment, d'un côté à l'autre, en quoi ce réaménagement permet de s'adapter aux nouveaux modes de mobilité. Désormais, une route, c'est plus uniquement que pour les voitures. Il y a des nouveaux modes de mobilité. Dans le district Nyon, on est attaché au vélo, par exemple. Dernière vidéo, jeudi 19 mars, 60 secondes sur l'aménagement de la gare de Gland, mobilité toujours. Voilà, exactement. Là, il y a un côté aussi urbanisme, aménagement de tout un quartier. Et nous mobilisons à ce moment-là aussi des élus locaux qui nous expliquent dans la vidéo comment la collaboration s'est mise en place pour réaménager une gare en faveur de la population. Marco Ferrara, responsable communication du pôle communication pour Région de Nyon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Lors de sa première séance de l'année, le conseil communal de la ville de Gland, on en parlait justement, a accepté son grand débat de crédit d'investissement. Le premier concerne le renouvellement du parc des véhicules communaux et le deuxième, la sécurisation des berges de la Promontouse. Jeudi dernier, le conseil communal de Gland était appelé à se prononcer sur deux préavis. Le premier concernait une demande de crédit d'investissement pour le renouvellement du parc des véhicules communaux. Le second concernait la sécurisation des berges de la Promontouse. Ces deux préavis ont magnifiquement bien passé. Le premier avec une voix contre et une abstention, il s'agissait donc du renouvellement du parc de véhicules. Je pense que la nouvelle manière qu'on a en municipalité de présenter ce genre de projet a très bien passé au niveau de la commission, également de la commission des finances. Il s'agit d'un investissement et un investissement passe par un préavis. Auparavant, les renouvellements de véhicules passaient par le budget ordinaire et il n'y avait pas de vision à moyen ou à long terme. Aujourd'hui, on a présenté effectivement une vision sur 6 ans avec une première étape à 3 ans pour un renouvellement de ce parc de véhicules et je pense que effectivement cette manière de présenter les choses a bien passé au niveau du conseil et on l'a vu aussi dans le résultat de la votation. 1,6 million de francs seront donc consacrés au parc des véhicules communaux. En plénière, seule la question de leur seconde vie a été abordée. Il y a des véhicules qu'on ne va pas pouvoir réutiliser. On a choisi de ne pas faire d'exportation de ces véhicules vers des pays du tiers-monde parce qu'on sait qu'après, ces véhicules ne sont pas récupérés d'une manière correcte. Donc on a décidé de les récupérer ou les faire récupérer en Suisse directement, donc les évacuer par une filière officielle suisse et pas par une filière à l'étranger. Certains autres véhicules qui peuvent encore être utilisés vont être revendus. Moi, je pense à des artisans qui vont juste faire quelques kilomètres avec ce type de véhicule et ce sera tout à fait correct pour eux. Second préavis à être passé haut la main, la sécurisation des berges de la Promontouse qui risquerait de s'effondrer en cas de forte crue. Il y a des cheminements piétonniers qui passent là-bas, c'est le cheminement de la ligne de la Promontouse qui est aussi le cheminement Guiguerre aujourd'hui en fait on se rend compte qu'il y a une partie du terrain qui glisse gentiment vers la rivière et qui risque d'entraîner pratiquement une partie du chemin avec. Donc là on doit refaire une partie des berges pour éviter que celle-ci ne s'affaisse plus. Et pour réaliser ces travaux, le législatif a accepté de délier bourse pour 550 000 francs. Alors de nouveau, un très bon résultat, on est évidemment ravis. On est un tout petit peu moins ravis de la position du canton qui aujourd'hui nous dit qu'on va devoir reporter les travaux dans l'attente des résultats d'une étude sur les zones alluviales et la divagation.
Donc on va pouvoir entreprendre une première partie des travaux qui sont en commun avec la commune de Prangin au niveau du golfe, tandis que les travaux qu'on a prévus un peu en amont au niveau de la ferme des Avrouillons et de l'usine hydroélectrique de la SEIC vont très probablement devoir être reportés en 2021. 2 préavis en guise de mise en bouche pour le municipal glandois en charge des équipements et espaces verts, puisque le plat de résistance de son dicastère devrait arriver début avril avec une présentation publique concernant le projet de rénovation du Vieux-Bourg. Toujours lors de cette première séance de l'année du Conseil communal de la ville de Gland, le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme présentait les futures planifications, notamment de l'Ouest vaudois et plus particulièrement l'avenir de la Ballastière. Objectif, rassurer tout le monde en négociant le déménagement de la déchetterie pour réorganiser la gravière. Thierry Genoux, bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle précisément, on a des images à l'écran qui retracent ce qui va se faire et je vous laisserai les commenter justement sur ce qui sera fait sur ce quartier. D'accord, sans problème. Alors là, on arrive depuis la Lune jusqu'à Gland. On y arrive gentiment sur le quartier. Et là, le déménagement. Voilà, c'est clair que le premier élément qui va être réalisé très prochainement, c'est le déplacement de la ballastière, de la déchetterie, avec une volonté d'éloigner le concassage de l'entreprise Ronqui des habitations actuelles. Donc c'est vrai que ce sera le deuxième élément. Et le troisième élément, comme vous avez vu sur l'animation, c'est une voie de débord qui viendra prendre place entre les habitations et la ballastière, la maison Ronqui-Perrin. Alors sur le papier, ça peut paraître très simple. Évidemment, au niveau politique, on en parle depuis très longtemps. Et notamment, il manque encore la signature d'un accord entre le dernier opposant, l'entreprise Ronqui-Perrin, la commune de Gland et les développeurs. Où en sont donc les négociations ? Alors c'est vrai que c'est des travaux qui datent de 2006, puisqu'en 2006, il y a un schéma directeur qui a été validé par le canton. Et depuis cette période-là, on parle du réaménagement de cet espace industriel, on va dire. Et là, maintenant, on arrive dans vraiment le côté concret de ce projet qui va emmener les nuisances liées à l'entreprise Ronqui-Perrin beaucoup plus loin des habitations. Donc maintenant, on en est, disons, vraiment dans les dernières lignes droites de ce projet et qui verra le jour très probablement, alors pour la déchetterie, maximum 2021, en fin de l'année 2021. Et pour les accords entre les propriétaires, Ronqui-Perrin et le nouveau quartier de la Combat, ce sera probablement dans la fin de ce mois de mars que ça devrait être signé. Ces nuisances, vous avez lâché le mot, c'est des plaintes qu'on entend souvent dans la bouche des habitants, dans la bouche des Glandois justement. Donc pourquoi vouloir construire encore des appartements, notamment environ 300 appartements dans ce secteur ? Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que la Ballastière, il y a eu un projet dans les années 2007-2008 de relocalisation complète de la Ballastière qui devait... Alors, il y a 5 sites qui ont été évalués dans la région, dans le district. Maintenant, le but de construire des appartements à la Combat, spécialement dans ce quartier-là, c'est tout simplement qu'on est en plein domaine bâti. Et en parallèle, on essaie de tranquilliser pour ces nouveaux habitants et pour les habitants disons, qui sont déjà sur place, parce qu'il y a déjà pas mal de bâtiments autour de la Ballastière, on essaie de tranquilliser ces espaces par justement cette relocalisation partielle de la Ballastière. Qu'est-ce qui sera fait de l'espace libéré par l'entreprise Ronqui ? Alors, ce n'est pas encore défini. C'est évident que l'entreprise a toujours besoin de s'étendre. Du reste, on se souviendra d'un silo à grains qui était entre la rue de la Combe et la route de Nyon vers la gare, qui a été détruit et qui a été utilisé pour le moment encore par l'entreprise pour des camions, pour du matériel. Donc, cette partie du concassage sera très certainement utilisée pour rapatrier de l'exploitation de l'entreprise à ce niveau-là. Ça, c'est pour la solution A, la préférée de la municipalité, j'ai envie de dire. Pourtant, il y a un plan B, c'est un mur anti-bruit. Expliquez-nous. Ouais, alors, pour sécuriser, je dirais, l'exploitation de la gravière, ce n'est pas une gravière, c'est plutôt un recyclage de matériaux et l'habitation, il faut faire un mur anti-bruit entre les deux. C'est vraiment le plan B qui est souhaité par personne, mais disons qu'il doit être mis vraiment au goût du jour d'ici avril de cette année pour être sûr que l'exploitation peut continuer dans de bonnes conditions et
bien évidemment, les habitants pourront arriver d'ici fin 2021 avec un bruit vraiment respectant les normes en vigueur. Autre inquiétude de la part de la population, c'est notamment la poussière et la gestion du trafic. Quelles seront les mesures mises en place ? Alors, et pour la voie de débord CFF, puisqu'il y aura un déchargement depuis cette voie de débord sur les camions, et pour la nouvelle activité Ronqui qui sera poussée un peu plus à l'ouest, il est vraiment prévu de privilégier la sortie par Pont-Farbel et d'éviter absolument tout camion sur la rue de la Paix, sur la rue de l'Etra, qui arrive après sur l'avenue du Mont-Blanc, qui est déjà passablement utilisée. Et au niveau du calendrier, je parle évidemment sous votre contrôle, vous en avez dit quelques mots avant. La municipalité présentera un préavis en première lecture au mois de mai pour un vote au mois de juin. Et les déménagements qui auront lieu d'ici à la fin 2021, début 2022, et les premiers habitants qui emménageront courant 2022. On est juste au niveau du calendrier ? Exactement, c'est le calendrier ambitieux, mais qui, on espère, sera respecté. Mais vous y croyez, Thierry Genoux. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, au plaisir. 3 classes du collège de Grandchamp se sont réunies vendredi 28 février pour échanger et trouver des solutions innovantes en matière de protection du climat. Le thème de la journée, manger local et durable et retrouver un sens à son alimentation, a inspiré les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Alors ici, on est sur un climaton des jeunes. Donc en fait, on va mettre un certain nombre d'élèves ensemble, élèves qui ne se connaissent pas forcément, là il y a 3 classes aujourd'hui, pour réfléchir à des solutions par rapport à des problématiques sur le climat. Aujourd'hui, ils travaillent surtout sur la thématique de l'alimentation, donc une alimentation durable, et ils réfléchissent en groupe à quel type de solution pourrait se mettre en place pour, par exemple, réduire le gaspillage alimentaire, manger plus local, etc. On a décidé de travailler sur comment favoriser les produits de saison. Et en fait, on s'est dit qu'on pourrait créer un sponsor par une personne connue en Suisse, possiblement, pour qui crée une tendance, car tout le monde suit les tendances actuellement. Et ça se passerait notamment via les réseaux sociaux pour influencer les gens. Explique-nous un petit peu tout ça. En fait, ce serait par exemple lancer une petite pub sur Instagram qu'ensuite quelqu'un pourrait poster sur sa story, par exemple, car tout le monde fait ça maintenant. Ou Snapchat aussi, Facebook, ça a beaucoup d'influence. Et rien que ça, ça commence d'une petite chose et ça peut monter hyper haut et c'est ce qu'on cherche à avoir. On a choisi de privilégier les agriculteurs locaux, à les encourager plutôt à manger local et puis rester vraiment liés entre les consommateurs et les producteurs et pas passer par des grandes industries comme, je ne vais pas citer des noms, mais des grands distributeurs. Alors l'idée c'est de la vente directe, en fait c'est les producteurs qui proposent leurs produits directement chez eux ou de créer des magasins directement locaux et comme ça on est sûr que les produits ne viennent pas d'ailleurs. Notre idée c'est de créer une application où avec cette application ça serait tous les agriculteurs. Ils mettent leurs produits, ce qu'ils ont et tout, comment ils l'ont fait, avec d'où il vient, tout ça. Et les gens, ils peuvent choisir sur l'application les produits qu'ils veulent et tout. Et après, il y aurait un camion qui ferait un tour pour aller chercher les produits, qui ramènerait ça dans un local à Gland. Et tous les gens, ils iraient chercher ce qu'ils auraient commandé sur le site à Gland pour le prendre et tout ça. Alors notre idée, c'est de trouver un moyen pour améliorer la santé en utilisant l'alimentation. Ce serait d'inciter les restaurants publics, comme les cantines scolaires, à utiliser des aliments qui sont plus locaux et durables, ce qui serait beaucoup plus pratique pour les gens, et de produire une agriculture sans pesticides et sans produits chimiques. Et puis une journée comme ça permet aussi aux jeunes de changer de ce cadre purement scolaire. C'est cool aussi, vous prenez du plaisir, qu'est-ce que ça change ? On prend du bon temps et ça change clairement du cadre scolaire dans les délibérations en fait. Parce que c'est pas juste lever la main, attendre que le professeur, l'enseignant ou l'enseignante nous donne la parole. C'est parler entre jeunes, avec un point de vue justement de jeunes, et de montrer que même en étant jeune, on peut avoir un fort impact, un impact assez fort sur l'environnement et les produits de notre région. J'ai eu grand plaisir à voir la motivation des élèves jusqu'à présent et puis les solutions qui s'apprêtent à éclore, et notamment une solution qui m'a particulièrement touché, à savoir justement la création d'un module de circuit court qui ressemble furieusement à une entreprise que j'ai co-créée qui s'appelle Vita Verdura.
Et puis les jeunes, ils ont l'air de se prendre au jeu. Ah, ils se prennent très bien au jeu, c'est pas très différent au final d'un climaton adulte. On retrouve beaucoup les mêmes schémas. Moi je trouve que les élèves sont à fond, sont super, sont très imaginatifs. Donc un vrai succès pour moi. À quoi servira le climaton des jeunes et quelles mesures seront impliquées? On en parle avec notre invitée Christelle Giraud. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment est née l'idée de créer cette journée climaton des jeunes? Alors, le climaton des jeunes, c'est en fait un dérivé du climaton, qui est un mouvement mondial pour le climat de co-création citoyenne que nous avons eu la chance d'organiser depuis 2018 dans plusieurs villes de Suisse romande. Et il nous est paru pertinent justement d'utiliser ce format et de l'adapter à des jeunes de 12 à 15 ans. Pour cette première journée, vous avez choisi le thème de l'alimentation. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là, justement ? Alors l'alimentation, elle nous touche à titre personnel parce que finalement c'est notre bien-être, mais il y a également des conséquences sur notre environnement. Donc l'alimentation durable et locale nous paraît être justement une manière de consommer qui fait sens à l'heure d'aujourd'hui et donc nous souhaitions sensibiliser les jeunes à cette thématique-là. Au cours de l'année, on a vu de nombreux jeunes manifester pour le climat ou alors prendre part à des actions citoyennes. Quelle est la différence justement avec ce genre de journée ? Alors, le climaton, c'est aussi un outil qu'on propose justement aux jeunes ou aux adultes qui ont envie de faire quelque chose sur une thématique climatique. Donc là, l'idée, c'est de leur permettre d'agir concrètement sur une thématique donnée. Ce climaton des jeunes, c'est plusieurs étapes, depuis la préparation de la journée jusqu'à la proposition d'une idée concrète qui se réalise au niveau local. On en parlera d'ici quelques instants, mais quel bilan est-ce que vous faites personnellement de cette journée ? Alors, à titre personnel, en tout cas pour toute l'équipe organisatrice, on est ravis. C'était la première fois qu'on travaillait avec des jeunes, donc on n'est pas enseignants à la base. Nous, notre travail, c'est d'accompagner des entreprises, des acteurs privés et publics à l'ère de la transition écologique. Et de travailler avec les jeunes, c'était quelque chose de nouveau. Il a fallu un petit temps pour mettre en route la journée. Et puis ensuite, les élèves, ils se sont vraiment pris au jeu. On a senti une participation très active. Le directeur, M. Rossier, nous indiquait qu'il était très surpris de ressentir aussi de la joie pendant toute cette journée. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très positif pour nous. Place à la réalisation. Maintenant, j'ai envie de dire, on parle d'une solution gagnante et un coup de cœur. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors tout le long de la journée, il y a eu d'abord Alors avant la journée, on va dire qu'il y a eu un travail au sein des écoles, piloté par 3 enseignantes qui leur ont transmis la thématique, le contenu de cette thématique-là. Et puis ensuite, pendant la journée, il y a eu une phase d'idéation, de construction de solutions. Et puis ces solutions qui ont été identifiées, donc environ 9 solutions ont été identifiées. Et comme vous l'avez dit, il y a une équipe gagnante et un coup de cœur. Et c'est surtout cet aspect participatif de ces solutions qui est ressorti, puisque dans la solution gagnante, qu'est-ce qu'on propose ? Alors on propose justement, donc les élèves imaginaient avoir un peu plus de journées sans viande à la cantine de Grandchamp, et puis d'avoir cette possibilité de donner la possibilité pour les élèves de proposer des recettes végétariennes avec des produits locaux et durables, et puis de participer à la confection des repas. Et donc cet aspect participatif a beaucoup plu aux membres du jury, et éventuellement l'idée serait d'y intégrer les cours de cuisine également. Des idées donc simples à mettre en place au niveau local, et votre rêve, je crois, c'est aussi que finalement toutes les écoles, ou en tout cas plusieurs écoles de la région, vous rejoignent dans cette journée. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà au niveau des gymnases. Peut-être on pense à la semaine de développement durable du gymnase de Nyon. Et finalement, les élèves de l'école secondaire de 12 à 15 ans, il y a des choses qui se font, mais là on a vraiment la possibilité de les faire participer. Il y a cet aspect un petit peu entrepreneurial, création de
solutions. Et puis quand on crée soi-même, on est aussi sensibilisé. Donc on ne reçoit pas simplement l'information, mais on la crée. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble très important grâce à cet outil. Et donc oui, l'idée, ce serait de proposer cette journée à d'autres écoles. Christelle Giraud, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. Et on parlait de création et justement d'en proposer pour le climat. Les élèves du gymnase de Nyon présentent la mobilité dans tous ses états. Une série à laquelle les Nyonnais pourront assister gratuitement dans le cadre du festival du film vert. La remise des prix du concours de court-métrage aura également lieu ce mercredi 11 mars à la salle du conseil communal. Mais alors, quel était l'objectif de ces jeunes? La réponse en images. Vous aviez comme thématique commune de travailler la mobilité. Sur quoi est-ce que vous avez concentré votre projet à vous? Alors nous, on a travaillé sur les coursiers à vélo, un projet de livraison à vélo en fait pour les personnes à mobilité réduite. Donc qui auraient la possibilité de venir faire leurs courses au centre-ville et qu'on leur livre leurs courses justement par vélo. On a fait un court-métrage sur les bus du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire vraiment ce qui nous intéressait, c'était l'avis des gens, que les gens avaient sur le bus, qu'est-ce qu'il y avait de bien dans le bus, qu'est-ce qu'il y avait de moins bien, et faire une critique en gros à la fin du bus avec ces interviews. On a commencé en classe à introduire le thème de la mobilité. Ils se sont renseignés sur les sujets, par exemple le vélo, la marche ou la voiture à Nyon, et pour ensuite faire une enquête aussi à Nyon avec des personnes interrogées dans la rue. C'est un thème d'actualité, autant en ville de Nyon que dans les journaux, les médias. Et c'est aussi une problématique très importante pour le changement climatique. Comment allons-nous nous déplacer demain? Le tout, c'était de mettre tout ça en format vidéo. Comment vous avez géré cette expérience? Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'appareil photo pour filmer, donc on a tout fait avec les moyens du bord, donc le téléphone. Et ensuite, on a tout mis sur notre logiciel de montage sur l'ordinateur, et on s'est occupé de faire défiler les images, d'adapter le son, l'image. Et ouais, tout ça pour aboutir à peu près 5 minutes de vidéo. Ce qui m'a frappé le plus d'un point de vue audiovisuel, c'est l'organisation en fait. On n'a pas l'impression que c'est dur de poser des questions à des gens dans la rue, mais en fait ça requiert beaucoup de préparation. Dans la presse, on a beaucoup parlé du gymnase de Nyon parce qu'on vous a notamment vu manifester dans la rue, faire grève, inquiet pour le climat. Aujourd'hui, finalement, vous mettez la main à la pâte, vous apportez aussi votre pierre à l'édifice. Là aussi, vous vous sentez peut-être plus concerné et finalement vous investir pour ce climat. Oui, exactement. C'est un sujet qui nous concerne et on est tous dedans à nos âges, et surtout ici au gymnase où il y a beaucoup de sensibilité portée là-dessus. Et du coup, ce projet a été l'occasion pour nous de parler de débouchés en fait, de débouchés à la voiture, de débouchés à toute la question aujourd'hui sur la crise environnementale, etc. Et ouais, c'était une occasion pour nous. Manifester, ça suffit pas? Ah bah non, ça c'est clair que non. Non, manifester c'est déjà bien parce qu'on exprime ses idées d'une manière plus imposante que juste en discuter en classe. Mais après évidemment, agir dans la rue c'est bien, mais agir au quotidien, savoir comment agir, qu'est-ce qu'on a comme solution, c'est essentiel, évidemment. Qu'est-ce que vous semblez voir finalement retenu de tout ce travail? Ce qui était très important, c'est de faire aussi un projet dans la région. C'était justement aussi une manière de questionner aussi des personnes dans la rue sur la réalisation de ces solutions. Par exemple, dans la mobilité durable à Nyon. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir une vidéo qui est finalement représentée dans le cadre d'un festival? On travaille souvent pour les notes ou pour les profs ou pour nous-mêmes. Mais là, il y a vraiment une consécration. Et franchement, ça, je pense vraiment que ça nous a motivés. On ne se serait pas donné autant. On a vraiment pas mal bossé. Et je pense, en partie, c'est parce qu'il y a un but, il y a le festival à la fin. Et on ouvre à présent une page de sport. La 23e édition du tournoi d'échecs avait lieu à Signy le week-end dernier. 164 participants de tous niveaux se sont affrontés dans cette compétition organisée par le Cercle d'échecs de Nyon. Joël Brunner y était. Le club d'échecs de Nyon organise le tournoi d'échecs de Signy. C'est vendredi et samedi comme d'habitude, 2 jours différents. 2 jours complètement différents, effectivement. Vendredi en soirée, c'est blitz, c'est-à-dire les parties éclairs, où ça va très très vite. Et puis le samedi, ce que vous voyez derrière vous, c'est les parties, ce qu'on appelle active chess, ou semi-rapide, avec beaucoup de participants passés sur toute la journée.
C'est une ambiance très sympathique, il y a beaucoup de jeunes, ce qui est aussi encourageant pour le futur. Et puis on voit aussi les jeunes qui grandissent, qui s'améliorent, et c'est tout un intérêt également. C'est un événement particulier parce que c'est l'endroit où j'ai recommencé à jouer l'an dernier. Donc c'est un tournoi qui existe depuis très longtemps dans le club. Et c'est l'événement qui est organisé ici tous les ans. Donc il y a beaucoup de joueurs de Nyon, mais aussi d'autres clubs comme Payerne, Genève qui viennent nous rendre visite. Un mot sur le niveau des joueurs. Il y a de tous les niveaux. Il y a tous les niveaux, absolument. Il y a les petits poussins, 6 ans, qui se battent de l'autre côté. Il y a les cadets qui sont des jeunes qui sont en train de faire leurs armes, qui se débrouillent déjà très très bien. Des juniors jusqu'à 21 ans. Et puis du côté des très grands joueurs, il y a des adultes. Alors les adultes, ils ont tous les niveaux aussi. Et puis des maîtres, des gens titrés. C'est super, quoi. De votre côté, comment se passe le tournoi ? Pour l'instant, assez bien. J'ai 4 points sur 5. En ayant perdu contre le favori, donc on verra la suite. Tournoi honnête, j'ai un peu souffert à la première ronde où j'ai pris une nulle assez, on va dire, c'était la bonne décision de la prendre. Et après, j'ai gagné les 3 parties suivantes et je viens de perdre la dernière contre un joueur plus fort. Mais ça se passe bien. Les qualités d'un joueur d'échecs, je dirais, comme le disaient les anciens à la grande époque de l'Union soviétique, les échecs c'est la vie. Donc un bon joueur d'échecs, c'est une bonne personne. C'est un peu particulier d'organiser ça dans un centre commercial. Oui, alors effectivement, c'était même assez décrié quand on a pensé à ça. Mais c'était l'idée géniale de Thierry Branca. En fait, les joueurs arrivent à faire leur bulle, c'est pas un problème pour eux. La visibilité est tellement grande que c'est extrêmement intéressant pour nous. Beaucoup de visibilité et donc des joueurs pas perturbés. Est-ce qu'un joueur d'échecs est tout simplement imperturbable quand il est dans sa partie ? Non, alors il y a un peu de tout, il faut dire, parce qu'il y a quelques joueurs qui tentent et puis qui me disent c'est un petit peu trop délicat pour moi, il y a quand même beaucoup de bruit, les gens nous regardent un peu trop de près, donc voilà. C'est vrai que c'est pas fermé, donc c'est un petit peu l'idée, mais là, disons, les 95% des gens, pour eux, ça présente aucun problème. Et puis on va le dire, c'est l'événement de l'année pour le club. C'est l'événement pour nous qu'on organise, où on invite tous les autres clubs. Les autres ont d'autres activités. Il y en a qui organisent des tournois longs, d'autres des tournois que des blitz. Nous, on organise ces deux. C'est un gros écho en Suisse romande. Donc, ouais, c'est le gros événement pour nous, effectivement. C'est l'événement qui marque l'année pour le club. Merci beaucoup, David. Je t'en prie. C'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine à cette même place ou alors, vous le savez, à travers les routes du Distri. Bonne suite de programme sur NRTV.